Bonjour, bonjour. Ouais, bonjour à tous, bonjour Quentin. Très Salut content Hugo. de finalement lancer un peu les hostilités de la journée du Zero to One avec cette première conf qui en plus va mettre, je pense, tout le monde d'accord parce que les sujets qu'on va aborder aujourd'hui vont être assez exceptionnels. Les confs d'après vont peut-être paraître d'ailleurs un peu moins bien. Bon, tant pis, sans pression, hein, Quentin. Non, non, Mais aucun stress actuellement. Merci à toi. non, évidemment, je rigole. J'entends déjà un peu les copains du H7 qui disent mais qu'est-ce qu'ils racontent. Toutes les confs de la journée sont géniales, évidemment. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet, du coup, un moment de ton histoire un peu particulier chez Mime. 48 heures un peu particulières où ça a dû réinterniser tout ça. Mais peut-être avant de se lancer directement dans cette histoire, on va commencer classiquement par une petite introduction peut-être de toi et de moi finalement. Pour faire très bref de mon côté, je suis, c'est marqué ici, donc ancien CTO de startup et maintenant cofondateur et CEO d'une boîte qui s'appelle CoCTO, qui est pas très loin parce que les locaux sont juste là-haut. Donc en termes de déplacement, moi je suis tranquille aujourd'hui. CoCTO, donc c'est un collectif et une plateforme d'anciens CTO de scale-up via lequel on fait plusieurs choses. Soit des missions de conseil, d'audit ou de due deal technique pour des fonds d'investissement, de la mise à disposition en temps partagé sur du rôle du coup de CTO, d'engineering manager, de lead tech, et aussi du recrutement de ces différents profils, toujours en s'appuyant sur cette communauté. Donc c'est tout pour moi. Passons à la partie la plus intéressante, c'est de ton côté Quentin. Simplement une intro. Tu es arrivé chez Mime, premier dev de la boîte en 2021. C'est ça. Maintenant, tu gères une équipe de 25 personnes. Mais derrière tout ça, Quentin, qui est la personne? Qu'est-ce qui a été ton parcours finalement? Ça a été un peu n'importe quoi. Donc, moi, j'ai commencé le dev quand j'étais gamin, j'avais 13 ans. Principalement parce que je faisais du jeu vidéo et qui marchait pas comme je voulais. Donc, j'ai essayé de les changer. Du coup, ça a été mon occupation pendant quelques années. Ouais. À l'époque, un hobby, parce que je me destinais normalement à d'autres activités que l'informatique, qui n'étaient pas forcément à la base quelque chose dont je voulais faire un métier. Je me destinais plutôt à rentrer dans le secours ou dans l'armée. Et bon, les choses de la vie ont fait que non. J'ai continué après à bidouiller des petits sites à droite à gauche, à faire pas mal de choses pour des copains qui voulaient monter un petit site web, qui voulaient faire un petit jeu vidéo en ligne, des choses comme ça. T'avais quel âge quand t'as commencé du coup un peu 13 quand j'ai commencé à développer, le Ouais. web 15 ans. Ok. Voilà. Un peu de cybersécurité, bien sûr toujours de manière parfaitement légale, il va sans dire. Et arrivé oui, vers 18-19 ans, quand j'ai vu que mon premier choix n'allait pas le faire, je suis parti je suis parti bosser d'abord à la Banque Postale, Ok. où j'ai fait principalement du réseau, système réseau. Je suis allé bosser dans une boîte de cloud et je me suis dit je vais faire quand même un diplôme parce que c'est bien d'avoir le bac mais c'est peu. Donc je suis allé faire juste un bac plus 3 Ouais. rapidement en développement assez basique, école privée. Et à la suite de ça, moi j'ai travaillé dans une boîte de cybersécurité. Et c'est après, donc je faisais la direction technique dans cette boîte. Et c'est après que Gaspard, qui me fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, qui est le fondateur de Mime, m'a proposé de rejoindre l'aventure. Ouais. Exemple, et même pour revenir sur quand tu étais du coup en école, on me dit à l'oreillette que tu étais à la fois élève, mais rapidement aussi côté professeur. Ouais, alors ça n'a pas beaucoup de sens quand on le dit comme ça. Mais comme j'avais commencé très tôt à faire du développement, assez rapidement, dans le bout de 3 mois à peu près, plusieurs de mes profs m'ont proposé de les assister dans leurs cours. Et en fait, au bout d'un moment, ils m'ont enfilé des cours à donner tout court. Donc j'ai pu ouvrir ma boîte pour facturer l'école dans laquelle je payais ma scolarité, ce qui était assez sympa, je ne vais pas vous le cacher. Donc ce qui a pu rembourser mes frais de scolarité. Ok, pas mal. Effectivement, j'ai attaqué assez tôt, puis j'ai continué après à donner des cours. Maintenant, c'est un peu plus calme parce que il y a beaucoup de boulot. Ouais. Mais sinon, j'ai continué jusqu'à l'année dernière à donner encore des cours. Ok, très sympa, très sympa. Et du coup, donc tu disais après arriver avec chez Mime. Mime au niveau de l'activité d'ailleurs, au niveau de la plateforme, c'est une plateforme de créateurs de contenu où les utilisateurs vont pouvoir s'abonner du coup différents créateurs de contenu pour accéder à leur contenu en dédié, etc. Donc payer des abonnements. Exactement, plus avoir des contenus aussi additionnels. C'est ça. Et alors du coup, moi, en préparant un peu l'introduction, je fais quelques recherches sur Mime et je pense que peut-être que certaines personnes l'ont aussi fait. Et il y a une typologie de créateurs de contenu qui ressort assez rapidement sur Google.
qui est la type de créateur de contenu plus pour adultes. Oui, donc vas-y, mets les pieds dans le plat dès le début, il n'y a aucun problème. On est détente. Et là-dessus, du coup, ce qui peut être hyper intéressant, c'est d'avoir du coup votre vision chez Mime, ta vision chez Mime de l'activité aujourd'hui, quoi. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est super connu pour ça, alors qu'on fait plein d'autres choses. Aujourd'hui, là récemment, on a ouvert toute une verticale sur l'astro, les arts divinatoires. On a des coachs sportifs, on a plein de choses. En réalité, le contenu pour adultes, c'est plus ou moins 30% de la plateforme. Ouais. Donc, ça fait pas tant que ça. Sinon, après, sur la vision du futur, beaucoup de choses. Déjà, plein de nouvelles verticales qui nous intéressent. On peut penser au gaming, on peut penser au contenu apprenant, etc. Il y a plein de choses qui aujourd'hui nous donnent envie de continuer et de continuer à ouvrir la plateforme à plein de nouvelles choses. Carrément. Mais on pourra revenir dessus du coup aussi dans les différentes questions, parce qu'il y a des sujets qui sont assez intéressants du temps sur les différentes activités, les plans d'activité que vous avez, la façon dont vous les gérez. Et pour en revenir du coup à la petite introduction sur le contexte, un peu Mime, ton parcours, on revient dans le vif du sujet. Là du coup, Gaspard t'appelle et te dit quoi en fait finalement? Quel est le brief? Le brief, c'est on a une plateforme qui gagne de l'argent, qui a une grosse communauté et la technique marche pas bien. Globalement, on était à un moment où faut savoir que moi quand je suis arrivé, j'étais le seul ingé. Ouais. Et Gaspard, enfin ingé, encore une fois, j'ai pas de diplôme d'ingénieur, parce que je sais que ça peut en froisser quelques-uns, mais j'étais le seul développeur. Et Gaspard et Pierre étaient deux, plus quelqu'un qui s'occupait du support. Enfin, l'équipe était très restreinte. Donc je suis arrivé dans les tout premiers salariés. Et effectivement, à ce moment-là, la tech n'était pas forcément sous son meilleur jour. Ils avaient beaucoup bossé avec des prestats externes, et je pense que tu sais ce que ça peut donner. Il y a du bon et du mauvais dans les agences. Et en termes même par exemple, de chiffres que réalisait la boîte à ce moment-là? En termes de chiffres, on faisait un petit peu moins. L'année d'avant que j'arrive, c'était autour de 30 millions. Et quand je suis arrivé, sur la fin de 2021, on a fermé autour de 50. Ok, autour de 50. Et juste pour rappeler, l'équipe avant que tu arrives, il y avait combien de personnes? Du coup, 3. 3 personnes. C'est juste pour voilà. un contexte déjà assez particulier. Et le nombre d'utilisateurs, je ne sais pas si tu l'as encore en tête. Du coup, à l'époque, on devait être 8 millions, 9 millions par là. Ok. Et maintenant, on est plutôt 15 millions. Ok. Donc il y a quand même des sacrés enjeux Il y a quelques enjeux de scalabilité. Ouais, voilà, qui étaient là. Et ouais, du coup, tu arrives, donc tu regardes un peu l'existant. Quelle est ta conclusion un peu comment est-ce que tu analyses tout ça? Alors moi, ça s'est fait en 2 phases. Le premier, ça a été un audit directement où moi j'étais dans les bureaux avec Gaspard, on regardait comment ça fonctionnait, j'ai mis le nez dedans, et puis je suis parti voir les prestataires qui faisaient l'infrastructure, les prestataires qui faisaient le développement de la plateforme. On a vite compris que la volonté qu'on avait pour la boîte de grossir, de rajouter de la fonctionnalité, etc., était clairement incompatible avec le fait de conserver une tech externalisée, que le boulot était au niveau de ce qu'on attend d'une agence, quoi, et que ça allait pas pouvoir continuer comme ça. Okay. Donc j'ai proposé, moi j'ai ramené un rapport d'audit à Gaspard dès le début. Ouais. Puis je lui ai dit, écoute, moi je pense qu'il faut internaliser, rapidement, et qu'il faut qu'on reprenne la main sur notre environnement technique. Ouais. Et quand tu dis rapidement, c'est très rapidement du coup. Je suis arrivé le 4 octobre, on a sorti le Prestat avant la fin du mois de novembre. Ok, voilà, histoire de... Ouais, ça a été rapide. Et on en vient du coup à ces fameuses 48 heures, Quentin. Comment s'est passée cette réinternalisation? Comment tu l'as gérée et pourquoi aussi rapidement? Ouais, ça a été. Alors en réalité, on regarde pas mal les 48 heures où c'est le week-end et on est revenu pour s'en occuper en petite équipe à 3. Ouais. Mais en fait, c'est pas mal de préparation, mine de rien, même si c'est que sur un mois, parce qu'il faut savoir où tu vas, faut savoir comment tu vas faire, et puis il faut réfléchir à tous les accès que tu vas devoir ouvrir, fermer, etc. Comment tu vas redéployer, prendre aussi, en profiter, parce que tu vas mettre l'appli en maintenance pendant toute une nuit. Est-ce que tu peux en profiter pour éventuellement faire quelques opérations sur la plateforme qui nécessitent une maintenance et en profiter pour les faire en même temps. Ouais. Donc ça a été, donc il y a eu, on va dire, bien un petit mois de préparation en amont. Ouais. Et puis après, effectivement, 48 heures de rush, ouais. Backuper les bases, déplacer les bases. C'était de quand du coup? C'était sur un... Alors attends, parce que j'ai un trou, c'était un week-end de fin novembre, mais il est encore dans mon agenda, puisqu'il y a dans mon agenda Opération Enduring Freedom, qui est sur ces moments-là. Okay. Donc ça devait être le week-end du 20 novembre, quelque chose comme ça, 20 novembre 2021. Ouais, c'est ça.
Maintenant, 2021, ok. Et tu te mets du vendredi soir au dimanche soir, du coup, c'était quoi Alors, moi, oui. Et après, surtout, moi, j'ai fait ça de la maison pour tout le début. Ouais. Et sur la fin, pour vraiment le moment où on a fait le switch, on est allé au bureau. Et on s'est retrouvé alors 3 de chez nous, un quatrième qui était parce qu'on n'a pas sorti le prestat d'infra en même temps que le prestat de dev, donc il y avait un ingénieur du prestat d'infra qui était avec nous à distance et on a fait ça devait être du dimanche après-midi jusqu'au lundi matin. On a vu le reste de l'équipe arriver le matin quand nous on allait se coucher avec Gas. Donc voilà. Ok. Et migration du coup la nuit pour réduire l'impact sur le chiffre d'affaires. Ouais, en gros, si ça marchait pas, si ça marchait pas le lundi matin, c'était. Si ça marchait pas le lundi matin, c'était pas ouf. Ouais, mais ouais, non, c'était pas bon. Mais la nuit, on a quand même un trafic. Alors un peu moins maintenant, mais on avait à l'époque un trafic qui était très franco-français et sinon qui était Europe de l'Ouest globalement, au plus Europe centrale. Donc effectivement, nous, si on coupait la nuit en France, ça matchait plutôt pas mal avec l'usage de nos clients. Ouais, pas mal. Et alors du coup là, il y a un sujet qui peut être assez intéressant quand tu fais ce choix du coup de réinternaliser. Il y a l'existant technique qui a peut-être une dette, etc. Toi, par rapport à la refonte, tu as préféré faire une refonte ou un refacto, comme on dit? Grand sujet. Ouais. Grand sujet. Et peut-être la partie qui est la plus intéressante en termes d'expérience, c'est que alors. Quand on arrive dans une boîte à la direction technique et que c'est pas votre bébé, y a un moment où il faut réussir à trouver la confiance des fondateurs. Alors moi j'ai de la chance parce que j'étais avec des personnes qui ont assez vite m'ont laissé les rênes, mais c'est leur bébé. Ils le tiennent depuis 3 ans et ils ont une vision d'où ils veulent aller. Donc déjà il faut s'inscrire dans cette vision. Et une fois que tu as fait ça, se pose effectivement la question de la refonte quand il y a un gros legacy. Le problème, c'est qu'une refonte, c'est difficile à mener sur une aussi grosse plateforme quand le code est vraiment très mal découpé. C'est assez difficile à mener sans à un moment devoir réduire drastiquement la vitesse de sortie des features. Et donc, à l'époque, moi, j'avais préconisé de faire un break sur les features et de faire la refonte. Le problème, c'est que, bon, time to market, on veut se démarquer des autres plateformes, etc. Et c'est à juste titre. Donc au début, on s'était dit oui, ça peut être une bonne idée. Assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres plateformes qui développaient des choses qu'on n'avait pas. Donc au final, au milieu du truc, on a commencé à dire peut-être que ça serait bien quand même de glisser telle feature. Bon, tu rajoutes une feature sur un legacy horrible. Qu'est-ce qui se passe? Ça prend des mois, ça marche pas, c'est l'enfer. Donc du coup, finalement, tu as retardé ton refacto. Du coup, ça marche toujours pas. C'est de pire en pire. C'est une spirale infernale. Et c'est là, je pense, je crois que tu as une partie après sur les erreurs, mais tu sais quoi, tant qu'à faire, c'est fluide au moins comme ça. Dans les erreurs qui m'ont bien fait apprendre, je pense qu'à l'époque, j'ai pas trouvé les mots, j'ai pas trouvé le plan intelligent pour proposer un refacto qui soit à la fois acceptable techniquement et à la fois acceptable en termes de business. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué au début. Alors, c'est à mettre sur le compte d'un manque d'expérience. C'est ce qui m'a manqué au début. De la façon dont tu as amené le sujet, expliqué, vulgarisé. C'est ça, parce que quelque part, quand toi, tu as tout le code en tête, tu as toute l'infra et que tu es techos, tu le vois, le mur arriver. Mais le problème, c'est que verbaliser ça tout en étant suffisamment rassurant pour dire non, mais on est sûr qu'on est capable de refaire. Et on est sûr qu'on va t'amener de la valeur, du time to market, de la perf, etc., qu'on va pouvoir y intégrer des petites choses pour améliorer, même si ça ne sera pas des changements drastiques. Mine de rien, il faut réussir à déjà faire le plan, mais il faut réussir à l'amener. Et je pense que c'est là que moi, par exemple, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai été très centré sur de la technique et sur ce que ça pouvait nous faire en termes de gain, on va dire, de sérénité. Là où j'aurais dû au moins avoir une bonne partie sur ce que ça peut nous faire gagner en termes de marché et de business. Aujourd'hui, c'est comme la sécurité, la cybersécu. Quand tu arrives et que tu dis ah ouais, mais à un moment, on va se faire défoncer si on fait pas ça, ça marche pas. Si par contre, tu arrives et que tu commences à dire alors on va se faire défoncer et ça va faire perdre de temps, déjà ça écoute. Mais après, si en plus tu rajoutes et que tu dis, et en plus en faisant ça, on va pouvoir afficher telle chose en avant sur nos réseaux, dire qu'on est certifié ci, ça, machin, ça va attirer d'autres clients B2B, etc. Là, tu amènes de la valeur. Pareil pour un refacto, si tu n'arrives pas à montrer quelle valeur tu vas apporter, on a juste l'impression que tu fais perdre son temps à la boîte et que tu vas du coup ralentir sa croissance. Donc l'aspect communication, vulgarisation.
hyper clé avec l'expérience, comme tu dis, qui vient, quoi. Ça vient avec le temps, je vous jure. Et donc, du coup, donc, on revient à l'histoire. Donc, réinternalisation de la tech, donc finalement des refactos au fur et à mesure, mais du shipping toujours de Ouais, c'est ça. qui continue. Et jusqu'à aujourd'hui, du coup, maintenant, une équipe, je disais, de 25 personnes. Toi, là-dedans, quelles ont été un peu les étapes que tu as senties en tant que lead de l'équipe? Bah, il y en a eu plusieurs, parce que déjà, il y a le moment où j'ai arrêté d'être tout seul. Bon, c'est venu assez vite, parce que j'ai fait venir un ami à moi qui était disponible, qui est aujourd'hui le responsable de l'ingénierie web chez nous. Donc c'est allé assez vite. Il y a eu pour moi deux étapes un peu clés, justement. C'est effectivement de plus être tout seul et donc de devoir partager les tâches. Sauf que même quand ça fait que 2 mois que tu fais jour-nuit sur les sujets, du coup, d'un coup, tu as l'impression de faut que je file le truc à des gens, je vais faire comment? Alors que je l'avais déjà fait dans des boîtes avant, mais j'avais jamais été tout seul, puis à plusieurs. Donc il y a eu ça. Et le deuxième, c'est le moment où tu n'as plus le temps de t'occuper de la tech. Alors entre-temps, quand même, ça va crescendo. Hein. Mais il y a un moment où c'est la 5e semaine que tu décales le rendez-vous que tu as avec les devs. Parce que tu as un rendez-vous, tu as un call à droite à gauche, tu dois voir un prestat, toutes ces choses-là. Et tu te retrouves à te dire, mais en fait, j'arrive plus à mettre le nez dedans. Et j'ai eu du mal au début à me rendre compte. C'est plutôt... à quel moment de l'équipe, un peu, il y avait combien de personnes à ce moment-là, quand tu commençais vraiment à annuler des calls avec les devs, etc. En vrai, pas tant que ça, mais c'est plutôt que la boîte est beaucoup plus grosse que l'équipe qu'on a. Enfin, c'est pas très clair comme phrase, mais disons que la boîte est très grosse par rapport au staff qu'on a. Mais on était une quinzaine, en gros 15-20. Après, on a freiner un petit peu justement pour que les choses se mettent en place, mais c'est le moment où j'ai recruté un VP pour gérer uniquement l'avancement du développement de la plateforme, que j'ai pu prendre du recul, m'occuper de prendre quelqu'un aux opérations, prendre quelqu'un à la sécurité et piloter d'un cran au-dessus en fait. Et là, à ce moment-là, du coup, avant, tu étais, je pense, dans l'équipe de dev assez hands-on. Est-ce qu'à ce moment-là, tu passes un peu plus hands-off ou tu continues Je passe beaucoup plus hands-off. En fait, je m'occupe quasiment plus que de l'architecture technique et des problèmes qui demandent de réfléchir un petit peu fort. Et sinon, j'ai pleine confiance dans les équipes pour avancer. Moi, je fais parfois des side projects. C'est un petit peu mon exutoire. Des side projects pour la boîte, ceci étant. Mais je peux t'en citer un. Récemment, on avait besoin de développer un nouveau pseudo back-office, principalement pour automatiser des tâches à destination de membres du COMEX, à destination de certains collaborateurs au juridique, des choses comme ça. C'est un truc que j'ai fait dans mon coin le soir quand j'avais fini le reste de mes tâches parce que j'avais besoin un minimum de retrouver la tech de temps en temps. Sous forme de mini-projets comme ça. C'est ça. Et c'est marrant, du coup, tu parlais de l'aspect interface avec la partie prestataire ou juridique externe. Ça peut être intéressant aussi d'avoir ton retour sur, avec l'activité chez MIM, du coup, de ces relations que tu as dû aussi développer en tant que CTO avec l'aspect légal, etc. Alors c'est vrai que c'est un gros sujet. Nous on travaille, faut savoir qu'on avait mis en place beaucoup de choses qui aujourd'hui sont en train d'être rendues obligatoires par des nouvelles législations sur les aspects de protection des mineurs, protection des utilisateurs, etc. Nous, c'est des choses qu'on avait déjà faites. Donc du coup, forcément, c'est intéressant parce qu'on vient nous consulter sur comment vous avez fait sans que ça impacte trop le business, toutes les questions de vérification d'âge, etc. avec des algos de machine learning qui sont faits par un prestat pour le coup, pas pour nous, pas par nous. Mais sur comment est-ce qu'on a fait pour essayer d'intégrer ces solutions-là sans tuer le business. Et donc aujourd'hui, effectivement, on parle, il y a de ça quelques semaines, quelques mois, on bossait avec le ministère du numérique dessus. Là récemment, on a été consulté, plus consulté que concerné, parce que nous, la plateforme est de toute façon de base interdite aux mineurs, donc c'est assez vite réglé, mais consulté par le ministère de l'Éducation nationale sur les sujets de protection des jeunes. Donc c'est le genre de choses que du coup on est amené à faire, qui sont assez sympas d'ailleurs, parce qu'on peut voir un petit peu un monde qu'on touche pas du doigt le reste du temps dans le privé. Carrément. Et ça c'est intéressant du coup aussi que dans l'expérience justement dans cette croissance, au début des tâches du coup tu disais premier dev, etc. jusqu'à après avoir des rendez-vous justement en externe qui sont du coup plus très techniques. Non, c'est clair. Plus du tout. Donc hyper intéressant d'avoir aussi cette évolution là et le rôle de CTO qui prend plus aussi de une direction assez business, assez stratégique pour la boîte, quoi. Et du coup, même dans cette croissance, justement, en termes de recrutement, il y a une question que je me suis posée, c'était étant donné aussi l'activité de MIM et cette partie-là pour laquelle c'est plus connu, est-ce que attirer des talents, du coup, c'est plus compliqué
Pas du tout. Pas. Ok. En réalité, pas du tout. La vraie, enfin, alors côté tech, pas du tout. Ouais. Pour d'autres services, je sais qu'il y a pu y avoir des sujets. La seule chose à faire, c'est d'être honnête en fait. Ouais. C'est-à-dire, on a la chance d'avoir un DRH exceptionnel que je salue. Et dès le premier call, dès le premier contact, c'est la première chose. Il en parle tout de suite. C'est très ouvert en fait. Et faut pas imaginer que sous prétexte qu'on a une part, encore une fois mineure en plus, mais comme on a une part de contenu pour adultes, c'est Marc Dorcel dans les bureaux. Ouais. Ouais. Tu viens chez nous ou tu vas dans n'importe quelle boîte de la tech en France, ça ressemble, c'est pareil. Ouais. Donc c'est pas vraiment un frein aujourd'hui. Ça pose pas de problème particulier. Non, carrément. Et après, du coup, par rapport au nombre d'utilisateurs qui est assez gigantesque du coup de la plateforme, tu repars avec un legacy du coup aussi assez important, enfin un historique technique assez fort. Comment tu as fait pour du coup, gérer un peu cette partie-là, cette croissance purement tech quoi, au niveau du socle? C'est pas évident. C'est pas évident, mais on trouve des solutions. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'évoluer dans un milieu technique où on a des providers cloud, AWS, Azure, peu importe, qui proposent des outils qui sont déjà d'une simplicité et qui permettent de scaler de manière assez impressionnante. Aujourd'hui, c'est d'une facilité aujourd'hui de diffuser de la vidéo, de l'image dans le monde entier avec des temps de latence qui sont très faibles. Bon, il y a 10 ans, 15 ans, c'était pas exactement la même blague. Donc on a quand même de la chance là-dessus. Nous, comment on l'a géré, c'est globalement, une des premières phases qu'on a fait, c'est de mettre à plat tout ce qui ne pouvait pas scaler dans l'infrastructure et dans l'applicatif, et de voir comment est-ce qu'on était capable de juste au moins rendre une par une ces briques-là scalables. Donc plusieurs choses. Il y en a une partie qui est faite, c'était vraiment une question quasiment d'infrastructure pure, qui était de déplacer certaines briques, de les changer de service, etc. Et il y a une question plus de découpage de l'applicatif. Donc où effectivement, nous, aujourd'hui, on se dirige plus vers une architecture qui est orientée microservices. Alors, c'est pas le Saint Graal, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des monos qui marchent bien, mais pour le coup, on a une activité qui est très segmentée. Au niveau technique, on a quelques services qui sont extrêmement consommés. On en a d'autres qui sont tout aussi critiques, mais qui sont très peu consommés. Donc, ça nous aide dans le scaling de pouvoir séparer ces différentes briques, nous, en termes logiques et en termes d'infra. Okay. Et pour mettre en perspective du coup ce que tu dis en termes de scaling, en termes de nombre d'utilisateurs, par exemple aujourd'hui de la plateforme, ça représente combien de... Alors, nombre d'utilisateurs quotidiens, je ne vais pas l'avoir en tête pour ne rien te cacher. Moi, je peux te donner le nombre de requêtes sur l'applicatif. Là, actuellement, on est autour de, en moyenne à la journée, donc en comptant la nuit où c'est calme, si je te fais une moyenne, je suis à 5000 requêtes par tranche de 10 secondes, donc tu fais x6, 30 000 requêtes la minute à peu près. Ok, donc voilà, pour remettre un peu en perspective aussi les sujets de skill dont on parle et le nombre de visites quotidiennes. Alors, il se trouve que je l'ai, Quentin. Eh ben, tu vois, tu es plus informé que moi. C'est ça. Et en 2023, c'était 3 millions de visites quotidiennes du coup. Ça me choque pas. Du site. Donc voilà, quand on parle de ces sujets justement de découpage des briques, etc. Donc au moins comme tu n'as pas fait de refonte à proprement parler. Au moins d'avoir identifié les briques sur lesquelles il fallait les séparer pour un scaling. C'est ça. Donc ouais. Et justement pendant ces étapes du coup de croissance, tu me parlais un peu de la première partie de ce sujet de refonte vs refacto, etc. Est-ce que tu as d'autres moments comme ça où tu dis avec le recul, là dans la gestion de la croissance de la boîte, il y a un truc que je referais différemment Oh oui, il y en a plein, mais on va essayer de les limiter. J'en ai un et je pense que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé qu'on me dise quand j'ai commencé, c'est ne pas recruter trop vite. C'est horrible. En fait, très vite, du coup, tu passes plus de temps à gérer les recrutements et à gérer l'onboarding des gens qu'à avancer. Et quand tu dis trop vite, du coup, les premiers recrutements, c'est passé comment du coup j'ai eu du coup l'ami que j'ai fait venir. Très vite, on a eu 2 personnes de plus dans le mois qui a suivi, les mois et demi qui a suivi. Et en fait, sur les 6 mois suivants, on était déjà plus de 10. Ah oui. Et en fait, fondamentalement, ça rajoute une inertie qui est folle, surtout si tu n'as pas ton cœur un petit peu constitué. Une fois que tu as 10-15 personnes, en faire rentrer 2 de plus, ça se gère. Quand on est 3, faire rentrer 7 personnes sur 6-8 mois,
Ouais. C'est plus compliqué. Super, Et du coup, tu perds beaucoup en vélocité et tu passes beaucoup de temps à réexpliquer. En fait, c'est un éternel recommencement. ouais. Tu commences au début, toi, tu as dû comprendre comment marchait l'applicatif. Tu recrutes quelqu'un, il faut que tu repartes à zéro de lui expliquer ça. Alors, heureusement, du coup, il y a quelqu'un pour t'expliquer, mais c'est tout. Ouais. Sinon, c'est la même chose à chaque fois. Donc, c'est peut-être d'aller plus doucement, de constituer une équipe core dès le début sur la startup qui soit de vrais gros experts techniques qui peut-être vont compter plus cher, mais qui seront moins nombreux, et de faire rentrer du monde après petit à petit. Ouais, il y a un peu des fois ce réflexe où on dit justement, quelqu'un qui a plus d'expérience va avoir un salaire qui est plus élevé, mais si c'est quelqu'un qui avance 5 ou 10 fois plus vite, le calcul est vite. Voilà. Et surtout mais ça va même au-delà de la vitesse de développement. Quelqu'un qui a plus d'expérience arrivera beaucoup plus facilement à onboarder un junior. Donc tu crées un climat de confiance et un climat propice à l'arrivée de nouvelles personnes et à une montée en charge peut-être plus lente mais plus efficace. Ouais. Et en préparant du coup aussi nos discussions et le tableau ronde d'aujourd'hui, tu m'avais parlé de notamment un recrutement qui a été assez douloureux, qui était la partie Ops, qui peut être assez intéressant aussi. Ouais. C'est peut-être... alors, j'en tire pas forcément une leçon où je ferais différemment. J'ai toujours voulu accepter de prendre des profils qui étaient un peu atypiques, entre guillemets, en tout cas qui n'avaient pas forcément le nombre d'années d'expérience sur le CV. Enfin, en même temps, j'ai envie de te dire, je suis rentré dans la boîte, j'avais 24 ans, donc ça serait un petit peu ridicule si je regardais des gens de haut et que je leur disais, mais oh là, tu n'as pas 20 ans d'expérience, ne viens pas. C'est un peu antinomique à ce que tu viens de dire, du coup, je prends les gens d'expérience, mais toi à l'époque, du coup, tu avais 24 ans. Donc pour avoir ce réflexe-là, moi, d'expérience, je ne compte pas forcément en nombre d'années d'expérience pro. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a commencé très jeune, mais qui connaît l'écosystème, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas forcément besoin qu'il ait 30 années sur le CV. Mais du coup, j'ai fait, on peut dire c'est 2 échecs, je ne sais pas si c'est 2 erreurs, d'avoir fait rentrer... donc, pour le faire très simple, on a fait 2 loupés avant d'avoir notre responsable de l'infra. Les 2 premiers sont venus et repartis très vite. Et je pense que alors, on a perdu du temps. Je ne sais pas si je le ferais différemment aujourd'hui, dans le sens où oui, ça a fait perdre à la boîte un peu de vitesse. On a accepté de prendre des gens qui n'avaient pas forcément eu ce genre de responsabilité là avant, mais qui avaient l'air motivés. Pour plein de raisons, en fait, ils n'ont pas réussi à choper le déclic pour monter. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû effectivement prendre quelqu'un qui avait déjà de l'expérience parce que le poste était trop stratégique et critique. Pour autant, je pense que c'est bien de garder un minimum les valeurs que tu as en arrivant. Et donc, si toi, ton idée, c'est de te dire je veux aussi, moi, servir de tremplin pour des gens, de temps en temps, tu vas te planter. C'est pas très grave. Ça a été long, ça a été chiant, mais on n'est pas mort. Et du coup, sur ce rôle-là, par exemple, de Hobbes, c'était un sujet que toi tu maîtrisais ou tu cherchais quelqu'un qui était meilleur que toi du coup Je cherche toujours des gens qui sont meilleurs que moi. Après, c'était un sujet que je maîtrisais déjà. Là maintenant, on a un responsable côté Ops avec qui je ne sais pas lequel des 2 est le meilleur, très honnêtement. Et je t'avoue qu'on ne fait pas la compétition, mais qui est extrêmement bon, Thomas. Qui est très doué. Donc, mais oui, j'avais déjà de toute façon, j'avais déjà refait une bonne partie de l'infra moi en arrivant. Donc oui, j'avais une bonne connaissance du dossier. De ça, quoi. Et tu disais du coup au début, c'était pas facile de déléguer, on va dire, cette partie technique quand tu as commencé à recruter du monde autour de toi. Très difficile. On est passé un peu rapidement dessus. Et quels conseils du coup tu pourrais donner justement à des CTO qui commencent à recruter leur équipe et sur comment arriver à donner une partie de leur taf, à déléguer, etc. Accepter que ça va être plus lent. En fait, c'est toujours la même chose. Quand on est tout seul, à moins d'être très très mauvais, je me pense pas très bon, mais je me pense pas si mauvais. Normalement, ça avance. T'as pas vraiment de compte à rendre. T'as pas d'organisation particulièrement à faire avec d'autres équipes, avec ta propre équipe. Tout avance bien. Et à un moment, il faut accepter, au moment où tu lâches la main, que avant d'aller plus fort, ça va ralentir. C'est obligatoire. Peut-être qu'il y a un contre-exemple et quelqu'un a réussi à faire autrement. Mais et bravo, hein, mais je vois pas comment c'est possible. C'est souvent un retour qui est partout. Voilà, accepter de lâcher la main, accepter de dire on va se faire 6 mois où on ira moins vite que si je l'avais fait moi-même. Mais dans 2 ans, je serai content parce que du coup, ce sera
pas moi tout seul en train de le faire dans mon coin, avec du coup pas le temps de le faire parce que 40 autres sujets. Ça sera une équipe de 4-5 personnes qui sera montée plus lentement, mais plus efficace. C'est ça. Et un peu avoir la vision aussi long terme de ce qui va se passer et Exactement. psychologiquement en fait d'accepter des choses qui sont ouais, c'est pas évident. Au début, c'est pas évident. Pareil, hein, à mettre aussi sur peut-être un manque d'expérience, mais maintenant je l'ai. Au moins celle-là. Ouais. Et non, mais très cool. Et du coup, donc on a parlé un peu de ces développements du coup de l'activité aussi de Mime. Quels sont un peu les next steps finalement là, sur le reste de l'année et sur les prochains mois? Il y a beaucoup de choses. Je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc je vais pas forcément trop revenir dessus, mais l'ouverture de nouvelles verticales, c'est quelque chose d'important pour nous. Et après, il y a la partie internationale. On est moins franco-français que quand je suis arrivé. C'était pas non plus. Il y avait le Canada, il y avait la Suisse. C'était assez francophone, mais aujourd'hui c'est 80% la France, donc c'est encore largement majoritaire. Alors que jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas le pays le plus peuplé du monde. Donc ça serait de s'ouvrir à d'autres pays. Alors nous, le Royaume-Uni, Amérique latine. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va chercher. Parce qu'il y a des enjeux tech, hein, parce que du coup, aller connecter. Les serveurs au Brésil pays, et chez nous. Pareil, avec la charge, toujours pareil. Ouais, avec la charge, avec la législation, avec la protection des données. Il y a 2-3 petits sujets du coup. C'est pas le sujet, écoute, très cool. Et on est à 20 secondes de la fin de cette conf. Quels sont du coup les next steps, mais pour l'équipe technique cette fois-ci de ton côté? Pour l'équipe technique, ce que je viens de te dire, donc c'est-à-dire internationaliser un petit peu les systèmes aussi pour réduire la latence depuis les pays vers lesquels on veut servir. Et après, ça va être grossir. Hein. L'année prochaine, normalement, il y aura plus de monde. Maintenant qu'on est plus structuré, maintenant que j'ai recruté un VP, maintenant qu'on a une équipe produit structurée, que tout avance bien, ça va être de continuer à grossir, de proposer toujours plus de features. Là, un des gros sujets sur la refacto côté microservices, c'est aussi justement d'en profiter au passage pour rajouter de la fonctionnalité. Donc et tu me disais x2 aussi sur l'équipe technique. Pas sur les 3 prochains mois, mais d'ici l'année prochaine. Donc belle progression, belle croissance en perspective. C'est ça. Merci Quentin pour ce retour. Merci à toi. Pour cette expérience, pour ta partage d'expérience. Et écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si on veut te retrouver, Quentin, on peut te contacter sur quel sujet, ou on peut ne pas te contacter si on veut. Non, on peut me contacter sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. C'est vrai que j'ai peu de réseaux à part LinkedIn, pour ainsi dire pas. Donc sur LinkedIn, ou sinon après, là, je vais sûrement aller fumer une clope, donc vous pouvez venir discuter si vous voulez. Je crois qu'il y a une conf juste après, donc venez à la pause. Mais... Voilà, exactement. Ok, très bien. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis bonne continuation de la journée, elle est lancée, donc c'est parti, amusez-vous. Merci, bonne journée.